Fidèles téléspectateurs et téléspectatrices, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine d'actualité Zoom Sur que nous consacrons pour la troisième semaine consécutive à la campagne de prévention de la Covid-19. Depuis plus d'un mois, comme d'autres pays africains, la Mauritanie fait face à une deuxième vague de Covid-19 qui, dit-on, est plus dévastatrice que la première. D'une trentaine de cas quotidiens fin novembre, le nombre de contaminations a franchi la barre des 100 et varie depuis une semaine entre 150 et 200 cas par jour. L'hiver commence à s'installer chez nous et le nombre de cas positifs est en réelle augmentation. C'est aussi le cas, malheureusement, du nombre de victimes. Les centres hospitaliers s'approchent aussi de la saturation. Le couvre-feu est de retour. La prière du vendredi est suspendue ainsi que celle de la Jama'a dans les mosquées. En dépit de ces mesures, les modes de prévention de la maladie sont peu suivis par la population. Face à cette situation, le département de l'Intérieur et celui de la Santé ont pris un certain nombre de mesures pour limiter la propagation de la maladie. Le Zoom Sur de ce soir sera consacré aux caractéristiques de cette deuxième vague et à ses modes de contamination en cette période de froid. Nous évoquerons lors de cette seconde vague les questions de capacité d'accueil et de la prise en charge en termes d'équipement respiratoire des patients et des stocks d'oxygène médical. Pour en débattre, nous avons comme invité M. Si Mamadou Goudiel, wali de Nouakchott Nord, Dr Moustapha Oulmortar Oulsalik, directeur de la région régionale à l'action sanitaire de la wilaya de Nouakchott-Ouest, Dr Mohamed Oulahmed, directeur régional à l'action sanitaire de la wilaya du Hod-e-Sharqi. Soyez donc les bienvenus sur ce plateau. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite à suivre l'analyse sans complaisance de la situation faite par notre collègue Mamadou Gueye. Le déni du Covid-19 par les populations laissera sûrement des séquelles au niveau de la vie économique et sociale du pays, en refusant d'admettre l'existence de la pandémie et de ses conséquences. Certains citoyens ont tout simplement hypothéqué le développement du pays qui a déjà consenti d'immenses sacrifices, non seulement pour permettre aux populations de supporter le choc de la première vague avec la disponibilisation de filets sociaux, mais aussi de moyens de subsistance, de mettre aux normes tout le système de santé du pays, en dotant les structures de santé des moyens de lutte contre le Covid-19. Malheureusement, l'insistance du déni du Covid-19, marqué par le non-respect des gestes barrières à une grande échelle et à tous les niveaux, a conduit à la sévérité de la deuxième déferlante avec son lot quotidien de nombre de contaminations, de décès, de début de saturation des infrastructures hospitalières. Pour lutter contre cette insouciance, cette inconscience, cette irresponsabilité coupable, l'État a durci les mesures en instituant le couvre-feu, la fermeture des mosquées, l'interdiction de rassemblement, le port obligatoire de masques, des sanctions pécuniaires pour tout contrevenant. Parallèlement, l'État renforce les moyens d'appui aux populations vulnérables pour leur permettre une meilleure résilience, une mobilisation générale de tout le corps médical pour contenir la déferlante, la multiplication des sites d'accueil et les moyens de prise en charge des malades. Mais comment lutter contre l'autre phénomène qui a affaibli les résultats obtenus, à savoir le déni du Covid-19? Comment expliquer cette situation? S'agit-il d'un problème de communication ou de culture? Comment freiner cette tendance qui risque de mettre à genoux et pour longtemps tous les plans de développement et d'émergence ou de richesse partagée du pays? C'est tout l'enjeu que porte cette lutte contre la deuxième vague qui frappe le pays. Donc, monsieur, bienvenue sur ce plateau.
Que vous inspire ce constat fait par notre collègue Mamadou Gueye dans ce reportage? Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala nabiyil karim. Merci Adahi de m'avoir donné l'opportunité de participer à cette brillante émission. Donc, pour répondre à votre question, permettez-moi d'abord de rectifier un élément de votre reportage qui vient d'être fait par votre collègue Mamadou Gueye. Il a parlé de la fermeture des mosquées, alors que ce n'est pas le cas, ce n'est pas la fermeture des mosquées, mais c'est la restriction des prières à l'imam et au muezzin. Oui. Donc, par la fermeture des mosquées. Oui, d'accord, tant mieux. Donc, ceci dit, dans le cadre de la prolifération de cette pandémie de Covid-19, à l'instar des pays voisins et même des autres continents, notre pays n'a pas malheureusement échappé à cette prolifération de cette pandémie. Pour faire face à cette pandémie de Covid-19, le gouvernement a pris une batterie de mesures, du couvre-feu jusqu'à la réduction du personnel au niveau de l'administration, en passant par la fermeture de l'école et aussi la restriction des prières, comme je viens de vous dire, et aussi la sensibilisation, la décontamination des milieux publics. Donc tout cela rentre dans le cadre de la lutte contre cette pandémie et plus précisément pour casser la chaîne de contamination du Covid-19. D'accord. Docteur, la même question pour vous. Est-ce que c'est la même réalité à Nouakchott comme à l'intérieur du pays? Je voudrais tout d'abord vous remercier de m'avoir accordé cette opportunité pour se retrouver avec vous et avec les téléspectateurs pour les informer sur la réalité de cette pandémie. Au niveau ici du ministère, n'a pas baissé les armes après la première vague. Je rappelle qu'on avait une capacité d'une trentaine de lits de réanimation. Aujourd'hui, on se retrouve avec plus de 200 lits. Donc, l'État a bien préparé, plus ou moins, cette deuxième vague parce qu'on n'est pas à l'abri. On savait qu'on n'est pas à l'abri, que ça va venir, que les pays voisins, même les pays riverains, et même nordiques, ont passé par cette deuxième vague. Donc, à notre niveau, le personnel a été formé de plus pour les prises en charge des formes graves et aiguës. Il y a eu l'équipement de certaines structures pour la prise en charge de ce sorte de cas. En même temps, il y a le suivi à domicile que, alhamdoulilah, la plupart des gens contaminés, qui représentent plus de 80% des gens infectés, ne représentent que des formes légères et modérées, donc ils n'ont pas nécessité de hospitalisation. On a des équipes qui les suivent à leur domicile. Chaque individu qui a été infecté et détecté, décelé, on lui donne suffisamment de conseils. On lui donne même des masques pour qu'il ne contamine pas ses voisins, même son entourage. Et on est quotidiennement avec lui, avec un contact. S'il a des problèmes, il téléphone à l'équipe vient le voir. Même si les médecins pensent qu'il faut un appui psychologique, on a même des psychologues qui viennent le visiter à domicile. Oui, mais notre collègue, au cours de ce reportage, s'est demandé pourquoi nos populations ne respectent pas ces mesures de barrière. Pourquoi on ne leur impose pas le port du masque au sein des marchés? Est-ce que c'est un problème de culture propre aux Mauritaniens ou bien c'est un problème de sensibilisation? Moi, en tant que médecin, je souhaite l'application stricte et le port du masque dans les lieux publics. D'accord. Mais c'est les autorités administratives qui doivent prendre ces décisions et les suivre pour l'application. Donc vous pensez que les autorités peuvent prendre des mesures contraignantes pour amener les Mauritaniens, les conscientiser d'abord, ou bien les amener à respecter? Ce ne sont pas des mesures contraignantes, parce qu'il n'y a pas de contre-indication dans le port du masque.
Donc c'est seulement pour la prévention. Même l'administration avec la société civile sont en train chaque jour de généraliser les messages. Et peut-être à un moment donné, lorsque on verra que le nombre augmente de jour en jour, sûrement l'administration va prendre des mesures correctives. D'accord. Monsieur Le Wali, donc votre point de vue là-dessus, ou bien est-ce que le coronavirus que nous avons ici chez nous n'est pas celui que nous voyons hors de nos frontières? Donc les Mauritaniens se disent que ce n'est pas la même chose. Pourquoi au sein des marchés, des lieux publics, ces gens ne respectent pas ces mesures barrières? Bon, merci beaucoup. Bon, je ne peux pas dire que les gens ne respectent pas, mais quand même, il y a des gens qui malheureusement ne se conforment pas aux mesures relatives à la prévention. Mais quand même, nous avons mis en place, sur instruction, bien sûr, conformément bien sûr à la vision du gouvernement, pour endiguer la prolifération de cette pandémie. Dès le départ, il y a eu des mesures relatives à l'obligation du port du masque et aussi à la sensibilisation au niveau des milieux publics, particulièrement au niveau des marchés. Je rappelle qu'au niveau des marchés, nous avons mis des équipes de veille qui font la sensibilisation, des équipes de veille composées d'un représentant de la commune, d'un représentant des forces de sécurité qui veillent au grain et qui sensibilisent pour que les visiteurs des marchés portent les masques, respectent la distanciation sociale et passent au niveau des bornes fontaines qui sont érigées au niveau des entrées des marchés. À titre d'exemple, le marché de Tayaret et le marché de l'Waqf au niveau de Toujinin et de Souq al-Hassan au niveau encore de Toujinin. Il y a un dispositif, un dispositif sécuritaire mis aux environs de ces marchés pour obliger bien sûr et conseiller et bien sûr sensibiliser les visiteurs de ces marchés et aussi les commerçants de se conformer aux mesures préventives, en l'occurrence porter le masque, disponibiliser les désinfectants au niveau de leurs locaux de commerce, de leurs lieux de commerce. Donc c'est un travail qui demande du temps. Il faut une conscientisation. C'est un processus. C'est un processus. Donc un processus donc implique donc un peu de temps, qui demande un peu de temps. Mais quand même nous avons quand même une adhésion très importante de la part de la population. Et quand même qu'il y a des contrevenants, c'est vrai, mais quand même ces contrevenants... On parlera de ces contrevenants. Donc, Monsieur Le Wali, si vous le permettez, on va faire intervenir Dr Mohamed Ould Ahmed. Docteur, bonsoir. Vous êtes, je le rappelle, le directeur régional à l'action sanitaire au Hod el-Sharqi. Quelle est la situation générale dans la wilaya, puisque selon nos informations, ça avait très bien commencé. Est-ce que vous êtes toujours sur la même lancée au niveau de votre wilaya? Merci beaucoup. Je vous remercie pour l'invitation. Pour ce qui est de la situation épidémiologique, non, la situation est moins aiguë au Hod el-Sharqi. Nous avons enregistré depuis début de la deuxième vague de Covid, 123 cas positifs, et dont sur 2411 tests effectués au niveau des structures de santé. Nous avons pour le moment 29 cas suivis et 91 guéris et 3 décès, rahmahullah. Il faut savoir ici que la couverture des sites de pistage est élargie jusqu'à même les points de santé, là où il y a une grande agglomération,
On a tous les points de santé qui sont au nombre de 12 qui font les dépistages. Et en plus de ça, nous avons la disponibilité des TR et des VTM dans toutes les structures de santé de référence, et plus la disponibilité des équipements de protection individuelle des personnes de la santé. D'accord, tant mieux. Je voulais savoir, est-ce il existe un lien réel entre, et je m'adresse à vous, docteur, un lien réel entre l'arrivée de la saison froide et la recrudescence de la maladie chez nous? Effectivement. En effet, le climat pourrait Allez-y, c'est valable également pour vous. Influencer la récurrence de la pandémie, mais surtout le relâchement remarquable des populations de respect des mesures de prévention, à savoir le porter du masque, la distanciation, le lavage des mains. C'est peut-être les plus proches de recrudescement de la pandémie. Ah, d'accord. Effectivement, avec le climat, un climat hivernal, partout dans le monde, souvent il y a des problèmes de rhinopharyngée. Donc les gens, comme vous le savez, il y a le rhume, même un rhume simple, qui se propage pendant la période de l'hiver. Bon, cette année, depuis 2019, il y a eu un nouveau virus, le coronavirus, qui a presque certains symptômes pareils au rhume, mais qui peuvent avoir des conséquences plus graves. Donc, effectivement, avec l'hiver, le nombre a augmenté. C'est pour cela, après la deuxième phase, la première phase, il y a eu une accalmie parce que c'était pendant la saison plus ou moins chaude. Et la plupart de ceux que nous rencontrons ne font pas la différence entre la grippe et le coronavirus. C'est quoi? Quels sont? Il faut un peu rappeler, puisque y a-t-il des similitudes entre ces deux pandémies? Voilà. Au début, sur les cas légers et modérés, ils ont presque les mêmes symptômes, c'est-à-dire un rhume, une toux sèche parfois, une fièvre qui n'est pas tellement élevée, donc parfois même une congestion nasale, donc où le rhume, l'individu qui a un rhume a plus souvent plus de congestion nasale que celui qui a le coronavirus. L'individu qui a le coronavirus léger, il est moins fatigué que celui qui a un rhume simple. Parce que, avec le temps, si ça commence à devenir de plus en plus aigu, il y a certains même individus qui trouvent un problème de perte de goût, de perte de l'odorat, des frissons, des vertiges, des courbatures et même des douleurs de la gorge. Ça, c'est pour le coronavirus. D'accord. Monsieur Louali, de Nouakchott-Nord, on parle souvent de relâchement de la part des autorités, notamment en ce qui concerne le transport public. Existe-t-il des raisons fondamentales qui poussent les autorités à fermer les yeux devant certains comportements contraires aux gestes barrières? Si oui, pourquoi? Et je nous donnerai un exemple. Nous avons l'habitude de voir des taxis bourrés qui transportent plus de 5 personnes et qui ne portent pas de masque. Et pire encore, ils sont en pleine discussion. Si à la rigueur, ils se taisaient, porter le masque, ça peut limiter un peu. Pourquoi se laisser aller dans le milieu des transports? Merci Adahi. Permettez-moi, avant de répondre à votre question, de revenir un peu sur certaines données fondamentales relatives au Covid au niveau de la wilaya de Nouakchott-Nord. Depuis le début de l'apparition de la pandémie, au niveau de la wilaya de Nouakchott-Nord, nous avons recensé 13 316 personnes qui ont effectué le test. Sur ces 13 316, il y a 1883 personnes infectées. Et malheureusement, il y a 27 décès. Et ces 27 décès, 17 d'entre eux
ont eu lieu pendant cette deuxième vague de Covid-19. Et je profite pour présenter au nom du président de la République mes sincères condoléances aux familles des personnes victimes de cette pandémie. Ceci dit, que cette pandémie, effectivement, le gouvernement a mis en place un dispositif pour faire face à cette pandémie. Au niveau de la wilaya de Nouakchott-Nord, nous avons par exemple au niveau des 3 centres de santé qui sont au niveau de Théaret, Darnaïm et Toujinine, qui sont bien équipés pour faire face à cette situation. Dans ces centres de santé, il y a des tests qui se font, par exemple au niveau de Toujinine et de Darnaïm, de 8h jusqu'à 17h, des tests se font gratuitement au niveau de ces centres. Et au niveau du centre de santé de Théaret, c'est 24h sur 24 que ceux qui le désirent peuvent le faire. En l'occurrence les tests. Et aussi, il y a aussi au niveau de l'hôpital Cheikh Zayed. Justement que le nombre est très élevé au niveau de la wilaya de Nouakchott-Nord. Pourquoi? Bon, le nombre est très élevé au niveau de la wilaya de Nouakchott-Nord. Je dirais quand même que certes il y a un relâchement, mais c'est de la part de la population. C'est de la part de la population. Je profite pour dire que le responsable principal, c'est le citoyen. C'est le citoyen parce que, quelles que soient les mesures que nous pouvons prendre, s'il n'y a pas l'adhésion des citoyens, la conscientisation des citoyens, l'éveil des citoyens, ces mesures peuvent ne pas vraiment atteindre l'objectif désiré. Et M. Louali, on est d'accord que c'est un problème de santé publique. Le Covid est très dangereux. Est-ce qu'il ne faut pas penser à des mesures contraignantes pour amener les gens quand même à respecter ces mesures barrières? Certes, il y a des mesures, par exemple... Confiner par exemple votre wilaya, commencer par, je ne sais pas si vraiment c'est en augmentation tous les jours, c'est... Effectivement, mais quand même, au niveau de notre wilaya, je dirais qu'il y a un dispositif sécuritaire mis en place pour faire face à cette pandémie, y compris le couvre-feu qui entre dans ce cadre-là, pour casser la chaîne de rupture, pour la chaîne de contamination, pour casser la chaîne de contamination. Donc il y a parmi, entre autres mesures, le couvre-feu qui est instauré comme à l'instar des autres wilayas du pays. Donc j'ai parlé tout à l'heure des contrevenants, il y en a, et ces contrevenants, par exemple au niveau des voitures qui transportent, autant de clients qu'ils désirent, ces voitures... Il y a également l'aspect social, nous le savons. Ces gens sont des taximans qui gagnent leur vie grâce à leur travail. Mais il y a la maladie. Effectivement, il y a la maladie. Comment mais aussi, concilier entre les deux? La population doit savoir que c'est le moment du sacrifice. Il faut qu'il y ait des sacrifices. Ah, oui, d'accord. Sans sacrifice, on ne pourra aboutir à rien. Nous avons vu des aéroports sont fermés, qui employaient des milliers de personnes, qui drainaient des milliards. Qui faisaient entrer beaucoup de montants, qui faisaient entrer beaucoup qui apportaient bien sûr au budget de l'État. Donc c'est des sacrifices. La population doit savoir, chaque citoyen doit savoir qu'il doit apporter son pain et bien sûr sa pierre à l'édifice. Tant mieux. Monsieur le docteur, peut-on être, est-ce qu'on peut être infecté plusieurs fois par le Covid? Comme vous le savez, c'est un nouveau virus, donc les études sont en cours. Il y a énormément d'études qui ont été déjà avancées. La plupart ont retenu que l'immunité est une immunité partielle, donc l'individu peut avoir des anticorps jusqu'à au moins 3 mois. Mais au-delà, il peut être infecté. Et ça dépend aussi de l'immunité de l'organisme. Il y a certains qui sont plus faibles. C'est pour cela, souvent, l'État veut vacciner, par exemple, les gens qui ont des maladies chroniques, parce que leur état immunitaire est plus faible par rapport aux autres citoyens.
D'accord. Et quelles sont ces séquelles? A-t-il des séquelles, le Covid? Voilà. Ouais. Les formes graves, hein, il y a les insuffisances respiratoires qui peuvent provoquer même certains troubles neurologiques, partant même jusqu'à des paralysies de certains organes, et parfois même, et malheureusement, c'est la mort, ce qui est plus grave. On va animer un peu, demander au DRAS quelles sont les zones les plus touchées de la wilaya et comment expliquez-vous ça, docteur? La wilaya dit Hodé Charqi, bien sûr. Les plus touchés, j'ai bien dit qu'au niveau de Hodé Charqi, on a fait un dépistage de 2411 depuis la deuxième vague de Covid-19. Nous avons 29 cas suivis et 91 guéris et 3 décès. Au niveau de l'hôpital, nous avons 3 seulement cas qui sont sous surveillance de l'animation. On va parler sur ça. Pourquoi? La plupart de ces cas sont asymptomatiques, c'est-à-dire qui ne présentent pas de symptômes. Et seulement, dès début du mois de novembre, le mois de décembre, nous avions 12 cas qui sont manifestés Docteur, c'est excellent. Là, vous parlez de la situation générale. Mais nous, on se demande un peu, est-ce qu'il y a une zone dans votre wilaya qui est plus touchée que les autres? Et tout en sachant que Nema, le Hod el-Sharqi, est une wilaya très vaste. Est-ce que vous avez des localités où vous sentez vraiment qu'elle fait des ravages? Non, si vous voulez, comme j'ai dit, on a dit qu'on fait des dépistages dans toutes les Muqata. On a remarqué qu'il y a plus de cas au niveau de Timbadra, et Digeni, et Nema, et Amourj. C'est dit parce qu'ils ont plus de tests, ils font plus de tests que les autres Muqata. Ah, d'accord. Tant mieux. Est-ce que les gens respectent un peu cette méfiance, ces barrières dans les moyens de transport, aussi bien à l'intérieur de la wilaya que dans le transport interurbain entre votre wilaya et Nouakchott? Bon, si vous voulez, je peux dire que les autorités administratives et financières ont mené des campagnes de sensibilisation au niveau des populations pour limiter la provocation du virus. Cette campagne a surtout porté sur les mesures de prévention. On a observé le respect des mesures de barrières, de porte-masques, surtout au niveau de l'administration, au niveau des places publiques comme la banque, comme l'état civil, les écoles et les lycées. Est-ce que c'est un peu lié sans oublier est-ce que c'est un peu lié à l'hiver qui vient de s'installer chez nous? Lié à? Est-ce que c'est lié à l'hiver, au froid? Non. C'est, comme j'ai dit, que vous pourrez avoir une influence de recurdance, mais c'est dit pas ça. C'est dit que on a. D'accord, tant mieux. Docteur, l'évolution du Covid en Mauritanie est de plus en plus préoccupante. Est-ce qu'elle ne nécessite pas des interventions fortes, en particulier une forte réduction des déplacements des personnes? Est-ce que vous ne conseillez pas ça aux autorités qui ont en charge cette responsabilité? Bon, pour moi, préoccupante, c'est encore relatif. Ah ouais? Ouais. Chez nous, par exemple, dans notre jargon,
ce n'est pas encore préoccupant parce que le secteur a pris les mesures nécessaires. Et pour ce qui est l'arrêt des déplacements de la population, nous ne pensons pas que c'est encore venu le temps. Dès que nous voyons que c'est nécessaire, le ministère va dire ça au gouvernement. Ils vont prendre les mesures. Mais actuellement, nous ne voyons pas la nécessité. Mais je rappelle que le nombre de tests est un bon signe parce que ça va nous permettre de savoir la réalité du terrain. C'est pour cela, quand vous voyez, le Wali vient de dire qu'ils ont fait plus de 1000 tests. Nous, chaque jour, on fait plus de 500, alors que certains wilayas à l'intérieur, qui sont très vastes et très peuplés par rapport à l'ouest, faut au moins peut-être dire à la population veut divaguer à autre chose que quand quelqu'un a un signe périme ou une fièvre, va se consulter. Ici, dans cette partie de Nouakchott, la côte ouest, la plupart des hôpitaux tertiaires qui sont au sommet de la pyramide sanitaire y existent, en plus du privé, et c'est peut-être encore, ce sont des gens plus nantis par rapport aux autres. Et je rappelle à la population que tout, comme vient de le dire M. Le Wali, la gratuité de la prise en charge à tous les niveaux est appliquée. C'est que peut-être certains ne pensent pas, et nous voulons leur rappeler que partout là où ils viennent, ils sont pris gratuitement. Du test jusqu'à le dépistage et la prise en charge. Ça c'est bien. Et on parle de l'imminence de l'arrivée du vaccin chez nous. Et des gens se demandent est-ce que le virus lui-même n'a pas muté. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Tous les virus de SARS, puisqu'au début, il y a différentes sources, il y a toujours les mutations, mais les sources qui viennent d'apparaître sont presque identiques à la première source. Donc, les symptômes, est-ce que les symptômes de la première phase sont toujours les symptômes de la deuxième phase? Les symptômes sont les mêmes, seulement pour la troisième vague, entre guillemets, ce qui vient d'être à Paris, en Grande-Bretagne, en Afrique du Sud ou en Australie, la propagation du virus est plus rapide. La contamination est plus rapide, mais c'est presque les mêmes virus parce que, selon les scientifiques, les chercheurs, on dit que le vaccin est efficace, quel que soit pour le nouveau qui vient d'apparaître en Angleterre que celui qui est avec nous aujourd'hui, qui circule chez nous. D'accord. Monsieur Le Wali, vous l'avez dit tout à l'heure, avec bien sûr le ministère de l'orientation islamique, il y a eu cette circulaire qui somme l'imam et son adjoint d'être les seuls qui prient dans les mosquées. Mais la personne qui circule le soir dans n'importe quel quartier de Nouakchott, on s'aperçoit malheureusement que ce n'est pas le cas. Eux, ils estiment qu'il n'est pas de leur responsabilité de refouler les gens, de fermer les prières, les mosquées devant les fidèles. Et on voit qu'il y a les rangs grossissent. Il n'y a pas que ces deux. Qu'est-ce que vous comptez faire? Est-ce que vous vous assurez vraiment de l'application de ces mesures que vous dictez à la population? Effectivement. Et personnellement, je l'ai fait, je l'ai vu et je l'ai fait. J'ai prié, j'ai vu des gens prier dans des mosquées également et on ne leur a rien dit. Je vais juste revenir un peu sur là où vient de finir monsieur le directeur. Que le virus, c'est vrai, n'a pas de frontières, mais nous devons avoir des frontières à notre niveau, respecter la distanciation sociale, porter le masque et utiliser à chaque fois des produits de désinfection pour quand même pouvoir quand même faire face à ce virus. Ceci dit, pour répondre à votre question, effectivement, conformément à la circulaire conjointe du ministre de l'Intérieur, de son Excellence, du ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation et du ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel relatif à la restriction des prières au niveau des mosquées, juste entre
avec l'imam et le muezzin. Effectivement, cela entre dans le cadre des mesures préventives, d'éviter des attroupements, d'éviter surtout, comme vous le savez très bien, les lieux de prière constituent aussi des zones de transmission de ce virus. Nous avons exécuté à la lettre cette circulaire en bien sûr collaboration avec le directeur régional des affaires islamiques. Nous avons sillonné pratiquement l'ensemble des mosquées qui se trouvent au niveau de la ville de Nouakchott-Nord, où nous avons bien sûr en concertation avec les imams quand même pu faire le travail demandé, en l'occurrence évacuer, enlever quand même débarrasser les mosquées de leurs tapis pour éviter le maximum de cas d'infection et aussi décontaminer. Pratiquement quotidiennement, il y a des opérations de décontamination des mosquées et en l'instar aussi des autres lieux publics, des marchés, des gares routières. Quotidiennement, il y a des opérations de désinfection. Même des bâtiments publics sont décontaminés. Donc l'opération de décontamination n'a pas de frontières, n'a pas de limite. Ça s'étend sur les lieux de prière, les lieux administratifs, les lieux de rencontre. Tout cela, comme je vous ai dit au départ, c'est pour casser cette chaîne de contamination. Et effectivement, donc j'appelle à cette occasion les imams de bien coordonner avec l'administration, que c'est une affaire qui nous concerne nous tous. Donc il faut qu'il y ait une solidarité nationale pour faire face à cette pandémie, que les mosquées, les imams et les muezzins doivent aussi sensibiliser avec leurs moyens, à leur niveau, la population de bien respecter ces mesures, que les autorités publiques ont pris ces mesures en concertation avec les spécialistes. Et bien sûr, c'est l'intérêt général qui est là. Ça n'a aucun atome d'intérêt particulier. Donc c'est l'intérêt général. C'est grâce à ça que ces mesures ont été prises. C'est dans le cadre de sauvegarder les citoyens, de préserver les citoyens de ce virus. D'accord. J'espère que votre appel sera entendu. Docteur, en cette période de Covid, est-ce qu'il n'y a pas nécessité un peu de renforcer notre système immunitaire, en partant du principe que c'est le bouclier un peu le bouclier qui va combattre les virus et les microbes? Je voudrais rappeler aux citoyens que ce virus est très sensible aux solutions alcalines, parce que tout pH supérieur à 8 peut le tuer. C'est pour cela que je recommande à la population à l'heure actuelle de prendre des produits, par exemple les produits de la mer, que ce soit le poisson ou les fruits de mer. Si on prend par exemple, ils sont très riches en protéines. Il y a d'autres, que les fruits, l'avocat, les oranges, les mandarines, ils sont très riches en vitamine C, les avocats en vitamine D. Et ces produits peuvent booster l'organisme à développer plus de lymphocytes qui peuvent détruire le virus. Donc, je recommande à la population de ne pas utiliser les produits à base de sucreries ou bien les chocolatés. Le reste, que ce soit des thés chauds ou des tisanes, ces choses sont importantes pendant cette période. Est-ce que dormir suffisamment, manger, prendre des bains de soleil, est-ce que ça peut aider un peu le repos est nécessaire. Il faut au moins dormir 8 heures de temps. Il faut s'exposer au soleil pendant 15 à 10 minutes à 20 minutes par jour. C'est ce qui est recommandé. Il faut essayer d'aérer encore la chambre, là où l'individu habite. Il faut boire des choses, éviter les choses froides. Boire de l'eau ou bien de la bouillie tiède, si ce n'est pas chaud. Éviter de ne pas
partir, faire des mouvements sportifs ou éviter de rester souvent à la maison. Effectivement, on recommande de rester à la maison, mais en faisant un peu de mouvement et s'exposer au soleil et prendre certains fruits que je viens de dire, qui sont riches en vitamines E, C et D. D'accord. Et on le sait, votre département, en l'occurrence le ministère de la Santé, a annoncé un plan de coopération avec les partenaires au développement pour renforcer les équipes médicales mauritaniennes à partir de pays amis. Quels sont ces pays amis et quelle est la nature de ce partenariat? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Pour ce qui est effectivement, nous encore jusqu'à présent, on maintient la situation, mais nous avons échangé des connaissances avec nos amis espagnols. Il y a eu des équipes espagnoles qui sont venues, ils ont travaillé en même temps avec les nôtres, ils les ont encadrés, donc ils ont bénéficié de l'expérience pendant une certaine période. Maintenant même, il y a des Mauritaniens qui sont venus encore renforcer, que ce soit de l'intérieur ou de la diaspora, pour renforcer ce qui existe. Malgré que, jusqu'à présent, on n'est pas saturé de telle sorte, mais nous craignons que les personnes se fatiguent rapidement. C'est pour cela on a demandé l'appui de nos collègues de l'intérieur, même de l'extérieur. Et ils vont essayer de nous booster et d'aider les équipes sur place. Est-ce qu'il est prévu de procéder à des tests massifs? Est-ce qu'il est nécessaire de les faire? Tant que quotidiennement on n'a pas suffisamment d'individus qui sont porteurs de ce virus, des milliers par jour, je ne vois pas l'utilité de faire le dépistage de masse. Mais ce que nous voulons, ce que nous demandons aux gens qui ont des fièvres, qui ont des rhumes, qui ont n'importe quelle maladie, qui ont plus de 60 ans, qui sont des gens qui ont des maladies chroniques, de partir vers la plus proche structure de santé. Le dépistage et la prise en charge est gratuite. Ils sont les bienvenus là-bas et vont nous permettre d'éradiquer et de couper la chaîne de transmission. Est-ce qu'il y a des mesures particulières pour les personnes à risque? Voilà. Ces gens-là, effectivement, comme vous le savez, leur immunité est tellement faible que ce soit ceux qui ont des maladies ou bien ceux qui sont ont un âge très avancé, nous leur conseillons de rester souvent à l'écart et rester à leur maison. Ailleurs, ils ont des EHPAD pour les vieillards. Alhamdoulilah, nous, on n'a pas encore, mais il faut toujours respecter, appliquer les principes de l'islam, se respecter les vieillards, donc de les bien mettre dans une chambre et essayer de limiter les visites pour ces gens-là pendant cette période. On va associer un peu le DRAS de Nema. Est-ce que au sein du programme de votre département, il est prévu des activités particulières pour les personnes âgées? Bon, pour les âgés, on les conseille toujours de rester, comme il a dit le DRAS de Nouakchott, de rester à domicile, pour les cas dépistés, on essaie toujours de les suivre à domicile quand il n'y a pas une personne qui manifeste des complications. D'accord, tant mieux. Docteur, le gouvernement mauritanien a révélé que 80% des lits de réanimation sont occupés par des malades du coronavirus. De plus en plus nombreux, n'y a-t-il pas un risque de négligence pour les personnes qui souffrent d'autres maladies, par exemple? Vous savez, pour pallier au déficit des lits,
le gouvernement, le secteur a pris certaines mesures à l'instar des autres ministères. C'est qu'on a arrêté les opérations qui ne sont pas urgentes pour laisser évacuer d'autres lits en cas de nécessité et prendre le personnel pour la prise en charge éventuelle du coronavirus. C'est pour cela, maintenant, on n'est plus à 80% parce qu'il y a même des autres unités qui ont été ouvertes. Le ministère a réouvert de nouveau le centre de pathovirologie qui était destiné aux gens qui ont des hépatites. Ces gens-là, on leur a donné un local qui appartient à la DRAS pour leur prise en charge. Et donc, les gens qui ont des situations très aiguës et qui demandent une thérapie intense sont maintenant pris en charge dans le centre de l'Institut de pathologie virale. Mais le problème, ce n'est pas un problème de lit, mais plutôt un problème d'appareil respiratoire. Est-ce que vraiment vous avez une autosuffisance dans ce cadre? Combien vous en avez? Est-ce que vous avez une idée du nombre de Je voudrais rappeler à la population et à tous les téléspectateurs que généralement, les gens qui ont une anesthésie générale ne prenaient que 6 à 10 litres pendant leur sommeil. Et pour ce qui est des gens du coronavirus, ils prennent entre 60 et 80 litres à la minute. Donc c'est pour cela, malgré tous les efforts, et que nous avons dans chaque hôpital une usine, entre parenthèses, de l'oxygène. Ces usines fonctionnent plus que la normale parce que la demande est plus forte. Mais pour pallier à cela, le ministère a disponibilisé dans chaque hôpital des bouteilles d'oxygène, si c'est nécessaire, de les utiliser pendant que l'appareil fonctionne de plus. Est-ce qu'il paraît qu'il y avait une rupture des bouteilles de stock d'oxygène? Est-ce que c'est toujours le cas ou bien les unités de production ont repris le... À l'heure actuelle, les unités de production ont repris leur travail, ils sont au top. Et dans chaque hôpital, il y a un stock... 200 000 bouteilles peuvent suffire largement Non, ils sont renouvelables. Ce stock est renouvelable à chaque fois quand ils demandent. Mais il faut que chaque hôpital sache son seuil de sécurité et fait la demande avant qu'il atteigne ce seuil. D'accord. Est-ce que le DRAS de la wilaya du Hod Sharqi, est-ce qu'il n'y a pas de problème de bouteilles d'oxygène, d'appareils respiratoires au niveau de votre wilaya? Pour ce qui est des lits de réanimation, les malades autres que ceux de la Covid ne sont pas concernés par cette saturation. Elles concernent seulement les unités Covid mises en place au niveau des hôpitaux. Par contre, on dispose d'un site de Covid à l'hôpital de Nema d'une capacité de 18 lits, dont 4 lits de réanimation équipés. Pour ce qui est d'oxygène, nous avons plus d'une cinquantaine de bouteilles d'oxygène pour la prise en charge des malades. Voilà. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est suffisant étant connaissant un peu la wilaya? Les sites. Vous dites? Bon, si vous m'attendez, nous avons aujourd'hui 2 cas seulement qui ont hospitalisé au site de prise en charge de Covid, qui ont besoin d'oxygène. La semaine dernière, nous avons 2 cas encore qui ont besoin d'oxygène, hein, c'est-à-dire on a 4 lits qui sont disponibles pour la prise en charge des cas graves. On n'a jamais eu des malades. Le site n'a jamais été saturé pour qu'ils ne puissent pas prendre en charge les malades
nécessitant de l'oxygène. Et comment faites-vous pour maîtriser la situation à Néma ville? Comment vous faites pour maîtriser la situation au niveau de la ville de Néma? La situation est bien maîtrisée. Nous avons plus de 50 de bouteilles d'oxygène. Nous avons des réanimateurs. Nous avons une équipe, un site de Covid uniquement destiné à la prise en charge des malades graves. D'accord. Et même qui peuvent recevoir les malades des autres de Mukata'a comme Timbadra et Amour, les 7 Mukata'a qui dépendent de la wilaya. D'accord, tant mieux. Monsieur Louali, beaucoup de ceux que nous avons rencontrés lors de la préparation de l'émission se demandent est-ce qu'il ne faut pas, ils sont pressés de voir lever le couvre-feu, est-ce qu'il ne s'agira pas du contraire de le maintenir? Est-ce que c'est prématuré de parler déjà de la levée de ce couvre-feu? Bon, en tout cas, tout dépendra de l'application de la part des citoyens de ces mesures préventives. Tout dépendra du degré d'application. Plus les citoyens l'appliqueront, donc plus peut-être cela va durer moins. D'accord, tant mieux. Les centres de commerce voient affluer des Mauritaniens tous les jours et ça pose un vrai problème. Donc, est-ce qu'il y a des mesures spécifiques pour En tout cas, au niveau des centres de commerce, comme je viens de vous dire, nous veillons à ce que chaque local de commerce, que le propriétaire porte le masque, qu'il soit muni des produits désinfectants, qu'il applique à la rigueur la distanciation entre les clients ou bien entre les usagers du lieu du commerce. Donc il y a, comme je l'ai dit dès le départ, un comité de veille au niveau des marchés qui veille à l'application stricte de ces règles et qu'il y a aussi un dispositif sécuritaire qui sanctionne en cas en cas de manque de respect. Est-ce qu'il n'est pas mieux qu'il fasse du porte-à-porte pour sensibiliser? Effectivement. Ouais. Donc je profite de l'occasion pour remercier des associations, des organisations. Est-ce que vous associez d'ailleurs ces associations, les ONG, les organisations? Effectivement, ils font un travail important, porte-à-porte, dans les 3 Mukata'a de la wilaya de Nouakchott Nord. Des associations comme à titre d'exemple, les jeunes Louatanouna qui font un excellent travail sur le terrain. Et il y a aussi la Croix, le Croissant Rouge mauritanien qui fait ici un excellent travail sur le terrain. Et d'autres associations aussi qui font un travail important de sensibilisation au niveau des carrefours, au niveau des gares routières, au niveau des marchés, au niveau même des porte-à-porte dans les zones les plus infectées. Est-ce que les partenaires au développement sont associés? Est-ce que vous tenez des réunions hebdomadaires, mensuelles avec ces partenaires pour leur montrer un peu l'effort louable que vous mettez au service de la population? Effectivement, nous, à notre niveau, à chaque fois, on se réunit autant se faire que peu. On se réunit pour élaborer, pour renforcer les mesures, pour aussi le suivi des mesures et aussi pour impliquer le maximum de partenaires pour faire face à cette pandémie. D'accord. Et chez vous, docteur, est-ce qu'il y a une implication de la société civile? Est-ce que je voudrais votre département... Oui, je voudrais un peu expliquer un peu l'idée du couvre-feu. L'État ne veut pas limiter de la liberté de déplacement de la population, mais vu que le virus ne peut pas vivre entre 4 et 6 heures de temps sans quelqu'un qui va le transporter. Donc c'est pour cela le déplacement des populations a été limité. C'est dans l'intérêt de nous tous. Ah d'accord. Ouais, c'est bien. Pour ce qui est effectivement de la société civile, et il y a certains qui sont été associés dans la sensibilisation au niveau communautaire. Même l'administration, ce sont eux qui
et qui coiffent cela, des jeunes qui font du porte-à-porte, qui font des sketchs, en même temps ils font passer des messages. Avant de vous accorder un dernier mot, je voudrais juste savoir, quand on parle du Covid et de la grossesse, quels sont les risques pour la maman et son enfant? Voilà. Je voudrais rappeler encore, en passant, avant de répondre à votre question, du moment qu'on a parlé des femmes enceintes, le vaccin qu'il y aura n'est pas destiné aux enfants ni aux femmes enceintes, particulièrement pendant le premier trimestre. Donc c'est indiqué pour ces deux catégories. Effectivement, la femme enceinte, il lui faut énormément d'énergie, il lui faut un climat particulier. Donc, du moment qu'elle est dans cette situation, son cas est tellement critique si elle sera infectée. Bon, à l'heure actuelle, alhamdoulilah, on n'a jamais, Dieu merci, perdu une femme enceinte atteinte de coronavirus. Effectivement, il y a certains qui l'ont été, mais nous conseillons au moment, comme toute la population, de rester chez eux, et particulièrement la population la plus vulnérable, les vieillards, les femmes enceintes et les enfants. Vous avez parlé du vaccin que l'on attend bientôt. Est-ce que la Mauritanie dispose d'infrastructures pour la conservation de ce vaccin qui, paraît-il, nécessite 80 degrés Celsius? Bon, il y a différents vaccins. Moins 80 degrés Celsius. Il y a différents vaccins. Celui l'américain, de Pfizer, effectivement, il faut le conserver vers moins de 70 degrés. Mais si on sort le flacon, il peut être utilisé pendant la séance. Il y a une pastille, c'est la bouteille, qui l'équipe peut la surveiller. Si elle change de couleur, donc elle n'est plus utilisable. Alors qu'à l'heure actuelle, ces flacons peuvent être utilisés pendant une séance de 12 heures de temps, même si on les fait sortir. Pour ce qui est des autres, des Chinois ou des Russes, ils peuvent être utilisés stockés dans moins de 7 degrés ou moins de 10 degrés. Tant mieux. Nema, on voulait juste savoir, est-ce que vous associez les ONG, la société civile, vous la mettez à profit? Est-ce que vous sollicitez également les partenaires au niveau de la wilaya? En une minute, s'il vous plaît. Bon, ici, il faut dire qu'on a un chronogramme de visite de sensibilisation dans les Muqata dirigés par le Wali, avec la participation des maires, des sociétés civiles, des ONG, même des notables. Nous avons un partenaire local qui est l'ACF, qui fait un bon travail, qui fait presque journalièrement, il fait de sensibilisation au niveau des marchés, des mosquées, pour que les gens respectent les mesures de protection et de prévention. Tant mieux, merci. Donc, si vous avez un dernier mot, puisque l'émission pratiquement touche à sa fin, M. Louali. Donc, à l'instar du ministère de la Santé qui a renforcé les dispositifs, des équipements au niveau des structures de santé, le ministère de l'Intérieur aussi a apporté une quantité importante de masques, environ 100 000 masques au profit des citoyens, et aussi des produits désinfectants pour faire face à cette pandémie. D'accord. Bon, je voudrais dire à la population... Si vous pouvez nous dire juste avant, c'est pour quand le vaccin? C'est peut-être en début d'année, en février. Ah d'accord, tant mieux. Vous avez un dernier mot? Pour ce qui est de la population, tout individu qui a été positif, c'est l'équipe de la Muqata qui l'a contacté. Je leur demande de continuer avec eux quand ils ont des problèmes. L'équipe va descendre directement vers l'individu et vers son état. Et si j'ai un conseil à la population, c'est de respecter
d'appliquer les mesures barrières. D'accord. Et vous avez dit que le vaccin, c'est pour le mois de janvier. C'est En février. Au mois de février, d'accord. Mesdames, Messieurs, donc cette émission touche à sa fin. Je remercie mes invités pour s'être prêtés à nos questions. Il s'agit de M. Si Mamadou Goudiel, Wali de Nouakchott Nord, Dr El Mustafa Oul Mokhtar Oul Salik, directeur régional à l'action sanitaire de la wilaya Nouakchott Ouest, et Dr Mohamed Oul Ahmed, directeur régional à l'action sanitaire de la wilaya de Hod Sharqi. On remercie également à toutes les équipes qui ont participé à la réalisation de cette émission et particulièrement à son réalisateur, Ali Cheikh Oul Abdallahi. Bonsoir à toutes et à tous.